Sauf qu'aujourd'hui, on a quand même des mécanismes financiers très très fins qui sont à l'œuvre. On pourrait peut-être dire un mot de ce système Target, qui est un système transactionnel trans-européen qui permet un peu aux banques centrales de jouer le rôle de chambre de compensation. Et aujourd'hui, la Banque centrale allemande, on ne le sait peut-être pas assez, a une position assez périlleuse. Beaucoup de déséquilibres ont été pointés. 615 milliards d'euros au mois de mars 2012, disent certains, avec plus d'une centaine de milliards d'euros de déséquilibre sur la Grèce. Il peut y avoir cet effet levier par ce système. Oui, mais je veux dire, tant que le problème est un problème monétaire, le problème est contenu. La Banque centrale européenne a déjà injecté à 2 fois 1 000 milliards d'euros sur les marchés pour soutenir justement les banques à des taux à 0%, pour soutenir les banques qui auraient à faire face à des problèmes de trésorerie et de liquidité. Donc, on n'est pas très inquiet sur la manière dont on va gérer en Europe le fait qu'il y aura des tensions de trésorerie entre banques. Il y aura certainement un pompage illimité de liquidités, tout comme les Américains l'ont fait, tout comme les Européens l'ont déjà fait. Ce qui est, à mon avis, le plus inquiétant dans ce phénomène, si l'on revient au scénario grec, et comme je le disais, c'est la réaction des marchés. La réaction des marchés ne va certainement pas se faire attendre, et surtout du côté anglo-saxon, qui sont déjà extrêmement sceptiques quant à l'Europe. Et une attaque de fonds de hedge funds ou une attaque d'opérateurs américains qui sont aujourd'hui les plus gros gestionnaires d'obliques, etc., peut faire basculer d'un jour à l'autre les taux d'intérêt que l'Espagne va payer sur ses obligations. Et en fait, tout le problème va être ici, quel va être le taux que les pays européens, Espagne, Portugal, Irlande, vont devoir payer sur la dette. Une fois que ces taux vont monter, on est dans un cercle vicieux de déficit incontrôlable, de nouveau hausse des taux, et c'est à ce moment-là que je pense qu'il va y avoir un sérieux problème de remettre en cause l'Europe, le mécanisme européen, tout comme ça s'était passé au temps de la Grèce. On revient à la case de départ. Il faut trouver un modus vivendi en Europe. Et comment ? Alors parlons de l'Espagne, arrêtons-nous quelques instants sur le cas de Madrid. On en parlait tout à l'heure, il y a un système financier et bancaire très très fragile. Le gouvernement Rajoy vient justement d'adopter un second plan pour assainir le secteur bancaire. À Madrid, on écoute tout de suite la correspondance de Pierre Quérol. L'Espagne a décidé d'entreprendre le grand nettoyage des séquelles héritées de l'explosion de la bulle immobilière en 2008. Elle veut en finir avec les actifs toxiques de ses banques. Pour cela, le gouvernement Rajoy a annoncé la deuxième réforme du secteur financier en un peu plus de 3 mois. En février déjà, les autorités espagnoles s'étaient attaquées aux actifs du secteur immobilier considérés comme douteux. Le gouvernement avait alors exigé des banques qu'elles disposent d'une réserve de fonds de 53,8 milliards d'euros. Cette fois, l'exécutif vise les créances des banques théoriquement saines, mais qui pourraient bien ne pas l'être longtemps. Il impose une nouvelle réserve de capitaux aux banques de 30 milliards cette fois. Au cas où certaines banques ne disposeraient pas de fonds nécessaires, elles recevraient des fonds publics à un taux d'intérêt de 10%. Par ailleurs, pour répondre à une exigence de Bruxelles, le gouvernement a chargé 2 entités indépendantes de valoriser tous les portefeuilles des banques, en particulier les immeubles dont elles ont hérité après l'impossibilité de leurs petits créanciers de rembourser leurs crédits. Cette réforme intervient 48 heures après une nouvelle et 8e intervention publique dans une banque privée, la Bankia. Au total, l'aide publique pour assainir cette banque devrait atteindre 7 à 10 milliards d'euros, c'est-à-dire l'équivalent des coupes sombres réalisées récemment dans les secteurs de la santé et de l'éducation, ce qui fait bondir les syndicats. Alors Bankia, dont nous parlait à l'instant Pierre Quérol, voit aujourd'hui ses petits épargnants se ruer sur les comptes. On estime à peu près à 1 milliard d'euros déjà de retirés en quelques jours. Il semblerait qu'il y ait comme un vent de panique à Madrid. Est-ce que ces mesures du gouvernement espagnol vont permettre, selon vous, Driss Ben Ali, de s'en sortir ? Moi, je crois que l'inconvénient dans la politique du gouvernement espagnol, c'est
c'est qu'il a une politique d'austérité, mais pas d'alternative. C'est-à-dire, ce qui inquiète les Espagnols, c'est qu'il n'y a pas une politique de croissance à côté. La perspective étant en quelque sorte sombre, alors du coup, ça pousse aussi bien le consommateur comme l'épargnant espagnol à paniquer et par conséquent soit se ruer vers les banques et par conséquent disposer. Bien que là, il faut quand même limiter parce que on parle des épargnants. Pour l'instant, il n'y a pas quand même un taux d'inflation élevé qui puisse pousser beaucoup d'épargnants à carrément se ruer vers les banques. On n'en est pas là. On n'est pas encore à la crise de 29. Mais il y a quand même une forte inquiétude due au fait que justement, cette politique qui a sens unique, on commence à comprendre qu'elle est dangereuse à terme. Et c'est pas par hasard si aujourd'hui on commence à parler de croissance. Au départ, lorsque Hollande, par exemple, a parlé d'une politique de croissance à côté de l'austérité, on l'a pris pour un rigolo et on s'est mis à se payer sa tête en quelque sorte. Aujourd'hui, je pense que c'est un discours qui est adopté presque par tout le monde, y compris les États-Unis, puisque la secrétaire d'État américaine elle-même a parlé de ça. Donc, c'est dangereux dans l'étape actuelle, aussi bien pour l'Espagne comme pour le reste, de rester focalisé sur une simple politique d'austérité. Et c'est ça qui inquiète. On va revenir à la politique d'austérité et aux mesures de croissance avec le couple franco-allemand tout à l'heure. Mais pour revenir aux banques espagnoles, Pierre Copty, ces banques ont besoin d'un argent qu'elles n'ont pas forcément, et même si un fonds d'aide publique leur prête de l'argent, cela va immanquablement alourdir la dette publique de l'État, dont les obligations souveraines viennent d'être en plus massivement rachetées par ces mêmes banques espagnoles. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Absolument, et c'est pour ça que la crise espagnole, quand elle se déclenchera vraiment, c'est-à-dire que les marchés vont commencer à pénaliser sérieusement les taux d'emprunt de l'État espagnol, à ce moment-là, je crois que l'Espagne va fatalement demander de nouveau une intervention des trois principaux banquiers de la planète pour venir à sa rescousse. Les Espagnols ne pourront pas s'en sortir car le scénario actuel en Espagne est identique au scénario irlandais. C'est-à-dire l'État se substitue aux banques pour acheter leurs créances douteuses, ce qui aggrave son déficit. Et on connaît très très bien comment le cas irlandais s'est terminé. Et la BCE a déjà, au mois d'avril dernier, injecté près de 270 milliards d'euros sur l'Espagne. 270 milliards d'euros d'achat d'obligations espagnoles, plus le fait que la majeure partie des facilités de trésorerie de la BCE ont été prises par les banques espagnoles. Alors tout cela a un coût social très important, avec un chômage record en Espagne à plus de 24%. Un jeune sur deux est sans emploi aujourd'hui. La jeunesse des Indignados a d'ailleurs fait entendre sa voix dans tout le pays il y a quelques jours. Une colère de la rue que l'on a aussi vue en Italie, avec des manifestations plus surprenantes contre les suicides dus à la crise. Une crise qui a provoqué, on le sait, la chute du gouvernement Berlusconi ces derniers mois, remplacé par un technocrate, Mario Monti, que l'on présente d'ailleurs aujourd'hui comme un médiateur entre François Hollande et Angela Merkel, un couple franco-allemand nouvelle formule et dont la première rencontre à Berlin a plutôt été placée sous le signe du mariage de raison que du coup de foudre. Berlin où l'on retrouve notre correspondant Daniel Mollard.